séminaire. Venez, venez, on va s'installer. Parce qu'en fait, aussi, on doit quitter les lieux à 17 h absolument. C'est contractuel. Et puis, les amis de Ground Control nous demandent aussi de nous activer parce qu'ils ont d'autres activités prévues par la suite. Donc, venez, venez. Installez-vous, hein. Venez, venez, prenez une place. Il y a plein de places ici devant, regardez. Vous me dites si est-ce on passe sur la chaîne YouTube du F3E. Petite information, on a publié plein de messages sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller sur notre page LinkedIn, Facebook, YouTube, et pour partager justement les échanges qu'on a pu avoir et qui sont enregistrés, ou revenir si ça vous fait plaisir de nous revoir à nouveau. Et vous pouvez le faire à tout moment à travers nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux du réseau F3E. Donc je vais inviter Fatima Wassak qui nous rejoigne sur la scène pour justement cette clôture de notre atelier. Là, c'est là, sur cela, on m'a dit, c'est parfait parce qu'il y a une caméra qui va aller directement. Hein. Donc je vais vous demander si vous pouvez prendre ces... Est-ce que tu veux monter? Non? Okay. Donc on va laisser avec vous pour cette clôture de notre atelier et Fatima Wassak. Fatima? Bonjour à toutes et à tous. Je salue notamment les personnes que je n'ai pas vues aujourd'hui ou avec lesquelles je n'ai pas participé en atelier. Merci à F3E de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses tout au long de la journée. C'était très, très riche. Alors, moi, je suis consultante de métier. Je travaille notamment avec les pouvoirs publics sur les questions de politique de la ville, de lutte contre les discriminations, sur des enjeux notamment d'égalité, d'inégalité. Je travaille aussi sur des dispositifs de participation des habitants, de participation citoyenne. Et c'est notamment à ce titre-là que je prends la parole ici. Je suis aussi porte-parole d'une organisation politique qui s'appelle Front de Mer, qui est donc un syndicat de parents qui travaille plus particulièrement dans les quartiers populaires, mais c'est un syndicat de parents qui travaille sur toutes les questions liées à la lutte contre les violences, injustices et discriminations que subissent les enfants. Alors, étant donné ma formation universitaire et mon métier donc de consultante, j'ai tendance à regarder d'un œil très critique les projets, les dispositifs tels qu'ils peuvent être, ils peuvent se donner à avoir. Mais je vais essayer quand même de mettre un petit peu d'eau dans mon coca parce que c'est une clôture, donc je ne vais pas trop insister sur justement cet aspect critique, mais essayer plutôt de nourrir, enrichir ce qui a pu être discuté aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vous propose de passer par la question des quartiers populaires en France, et notamment dans le rapport que peut avoir le centre vis-à-vis de sa périphérie, et la périphérie en l'occurrence étant les quartiers populaires, et ensuite d'aller sur un rapport plutôt nord-sud tel qu'il a pu être abordé tout au long de la journée. Je pense que ça peut être intéressant en fait de confronter l'analyse centre-quartier populaire nord-sud. Alors rapidement, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps et je vais essayer de faire en sorte qu'on ait un petit temps d'échange. Rapidement, pour ce qui concerne les quartiers populaires en France, dans leur singularité, je peux lister quelques points. D'abord dire que pour partie,
pour assez grande partie, il s'agit de populations descendantes de l'immigration postcoloniale. Population qui subit, lorsqu'elle est donc descendante de l'immigration postcoloniale, le système raciste, donc ce qu'on appelle le racisme structurel. Racisme structurel qui va avoir tendance à réduire le champ des possibles des individus. Alors moi j'ai tendance à dire du ventre de leur mère jusqu'à la tombe. C'est ce qu'Abdelmalek Sayad, un sociologue qui travaille sur les enjeux de pouvoir, sur cette sociologie de l'immigration, va appeler violence totale. Donc ce système discriminatoire, violence totale, au sens où c'est une violence qui existe dans tous les espaces sociaux, et non pas, comme peuvent le penser parfois les acteurs institutionnels, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, etc. Sayad montre à quel point, en fait, ce racisme structurel, c'est tout le temps. Donc du ventre des mères jusqu'à la tombe, et c'est dans tous les champs sociaux, dans tous les espaces sociaux. Cette réduction du champ des possibles, elle se traduit notamment par des discriminations à l'école. Et par exemple, je le dis en cours, mais on pourra y revenir si vous voulez qu'on développe un petit peu, c'est par exemple le fait que dès le plus jeune âge, les enfants non blancs ne vont être représentés qu'à hauteur de 4% dans les livres jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a seulement 4% de personnages non blancs dans les livres jeunesse. Et encore 4%, souvent ce sont des personnages qui sont méchants, laids, etc., qui renvoient à quelque chose de diabolisé en fait. Alors ça c'est une étude sur les livres jeunesse en Angleterre, mais bon, on suppose que c'est à peu près la même chose en France. Ça commence, la réduction du champ des possibles, elle commence par exemple à ce niveau-là. C'est par exemple le fait de stigmatiser les langues, alors pas n'importe quelle langue évidemment, les langues de l'immigration et pas n'importe quelle immigration, évidemment qu'il s'agit plutôt d'immigration africaine. Donc c'est notamment la stigmatisation de la langue. Par plein de petites choses, évidemment, il ne s'agit pas, quand on parle de système raciste, d'un système qui viendrait et qui dirait alors les blancs d'un côté, les non-blancs de l'autre, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, les pauvres d'un côté, les bourgeois de l'autre. Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça se traduit. C'est justement par plein de petites choses. Donc une stigmatisation légère, le fait qu'il n'y ait pas de personnage, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est violent, ça. Simplement, l'enfant s'habitue, lorsque, par exemple, pour un enfant noir, il s'habitue à ce que ce soit un médecin blanc qui aide l'enfant noir et pas un médecin noir qui aide l'enfant blanc. Bon, voilà, ça construit les imaginaires et ça construit les ambitions de l'enfant. Et alors, cette réduction du champ des possibles, par exemple, et ça, on le sait, c'est quelque chose qui est documenté et chiffré, va faire que dans les filières professionnelles courtes au collège, on va retrouver une surreprésentation d'enfants, d'adolescents et d'adolescentes non blancs, donc CAP et BEP. Donc, voilà, évidemment qu'il ne s'agit pas de quelque chose de génétique. Je veux dire, il n'y a pas de raison que les filles descendantes de l'immigration postcoloniale soient plus attirées par les métiers type nounou, téléconseillère, caissière, etc. Et les garçons, les métiers type éboueur. Bon, il n'y a pas de raison. Je veux dire, ce n'est pas génétique. Voilà, donc, si on en arrive à des résultats comme ceci au collège, c'est bien que voilà, les choses se sont travaillées bien en amont. Et alors, cette réduction du champ des possibles, elle se traduit aussi par une articulation, et donc c'est bien qu'elle a une fonction, cette réduction du champ des possibles, par une articulation avec le marché du travail. Donc on va parler de sous-marché du travail, puisqu'on va retrouver ces individus, enfants, qui vont grandir, on va les retrouver sur les secteurs d'activité qui vont être les plus précaires, les plus pénibles, sur les contrats de travail les plus précaires, avec des horaires hachés, évidemment les moins bien payés, dans des secteurs d'activité où les individus ont plus de risques d'être harcelés, discriminés, notamment dans l'accès à la formation, dans l'accès à la promotion, des individus qui vont avoir plus de risques d'être licenciés abusivement, parce que là, il y a la discrimination dans l'accès à l'emploi, mais il y a aussi une plus grande proportion à être licenciés abusivement. Voilà, c'est la question du harcèlement. C'est une population qui va avoir plus de risques d'être harcelée, etc., etc. Et donc, on voit bien que les discriminations qui vont être subies dès le plus jeune âge vont avoir comme fonction et comme conséquence d'avoir des secteurs d'activité qui vont être largement ethnicisés et genrés. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'intersectionnalité. Et donc, on va avoir un sous-marché du travail
Et ça, c'est quelque chose qui est important de souligner. Lorsqu'on parle des quartiers populaires, il y a une dimension de classe qui est très importante. L'immigration postcoloniale en France, c'est une immigration, vous le savez, de travail. Et que la population qui vit dans les quartiers populaires, c'est une population de classe ouvrière. Alors, ouvrière, ce n'est pas forcément Charlie Chaplin et les temps modernes. On peut avoir une classe ouvrière qui travaille dans un secteur d'activité tertiaire. Par exemple, les travails de caisse ou de téléconseil, c'est la classe ouvrière. C'est ce qu'on appelle le tertiaire à la chaîne. Donc il y a cette question du travail et donc du sous-marché du travail qui est également une singularité. Donc je disais une population descendante de l'immigration postcoloniale, donc avec une question coloniale, une question raciale qui doit être, je pense, au centre de l'analyse. La question de classe avec ce sous-marché du travail, la question du territoire, on en a un petit peu parlé ce matin, avec des populations, et c'est singulier en France, une population qui n'est jamais considérée comme étant chez elle. C'est-à-dire que le fait que cette population soit en France, née en France, etc., est toujours remis en question par mille et une manières, et par exemple les contrôles policiers. Là encore, on le sait, c'est quelque chose qui est documenté, chiffré, et c'est le défenseur des droits notamment qui le montre. Les jeunes hommes non blancs ont 10 à 20 fois plus de risques d'être contrôlés par la police que les jeunes hommes blancs. Donc on voit bien que les contrôles policiers sont donc des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles aux faciès, des contrôles racistes. Et alors les contrôles policiers, les violences interquartiers, donc les RICS, la drogue qui peut circuler dans les quartiers populaires, les pollutions, quelles que soient ces pollutions, les pollutions de l'air, les pollutions visuelles, les pollutions sonores, etc. Les ascenseurs qui sont en panne, ça je le dis en cours, mais dans les quartiers populaires, on a assez souvent des ascenseurs sur 18 étages qui ne fonctionnent pas. Tout ça, en fait, pousse à une population à être assignée à résidence et donc à remettre en question la libre circulation dans l'espace public. Et là, il y a vraiment pour moi une singularité qui est centrale, voilà, y compris dans une perspective écologiste, dans une perspective évidemment féministe et antiraciste, mais y compris dans une perspective écologiste. C'est-à-dire, voilà, l'assignation à résidence remet en question ce droit fondamental qu'est la liberté de circuler dans l'espace public. Voilà là, je pense, quelque chose de très, très important à prendre en considération. Ça renvoie également à des choses qui ont été dites ce matin sur les réciprocités, mais on pourra y revenir. Comment parler de réciprocité sans parler de la liberté de circuler des migrants, migrantes, des réfugiés, sans évoquer le fait qu'ici, lorsqu'on parle des projets qui ont été menés notamment en Afrique, ne pas dire à un moment donné, entre deux virgules, que les bénéficiaires, comme on a pu le dire ce matin, les populations concernées, ne peuvent pas venir ici tout simplement parce que ce sont des personnes qui n'ont pas le visa. Et que donc on n'a pas la même liberté de circuler que l'on soit dans le nord ou dans le sud, bien évidemment. Et donc évidemment que cette question fondamentale qui est la liberté de circuler doit être, je pense, assez centrale. En tout cas, elle est centrale pour les quartiers populaires. Autre singularité, la question du pouvoir politique. J'ai trouvé aussi qu'elle n'était pas très abordée aujourd'hui, alors qu'elle est, là encore, fondamentale. On a affaire, dans les quartiers populaires, à une population qui est très souvent parlée, discutée, diagnostiquée, évaluée. Et donc ça rappelle un peu des choses qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire une population qui est plus objet que sujet politique. Et une population qui est absente du débat politique, du débat public. Et alors, on a tendance, je trouve, que ce soit concernant les populations des quartiers populaires, mais les populations du Sud également, à poser la question, par rapport à cette population, la question dans une perspective, dans une démarche capacitaire, c'est-à-dire, est-ce que cette population, ces gens, peuvent exercer leurs droits fondamentaux, peuvent avoir accès à ceci ou cela, accès à l'information, accès à l'école, etc., etc. Donc, c'est vraiment dans une démarche capacitaire. Très rarement, on pose la question des entraves qui sont là pour empêcher en fait, les gens d'avoir accès, donc, notamment à la parole politique, à la décision politique. Très, très rarement, alors que c'est une question qui est centrale, les entraves
à l'accès à la parole politique. On sait très bien que dans les quartiers populaires, tout est fait pour entraver les populations, les entraver dans l'accès à la parole politique, à la décision politique. C'est-à-dire qu'on a affaire à un système politique tellement verrouillé, où les populations des quartiers populaires sont tellement sous contrôle, et on cherche tellement à les garder sous contrôle, qu'après plus de 70 ans de présence en France, ce sont des populations, donc là depuis plusieurs générations, qui n'ont toujours pas d'organisation politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation de l'immigration en France, il n'y a pas d'organisation des quartiers populaires en France. Voilà, alors qu'il y a plusieurs millions de personnes qui vivent dans ces quartiers-là. Dans le débat public, on se satisfait du fait que cette population ne soit pas représentée, encore une fois, qu'elle n'ait pas accès à la décision politique. Alors, il y a quelques corrections qui sont envisagées par les pouvoirs publics, notamment la participation des habitants. Alors là, je le dis en cours parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais alors en tout cas, en France, la participation des habitants, enfin ce qui était qualifié tout à l'heure de participation des habitants ou de participation citoyenne. Alors je dis d'autant plus que j'ai largement travaillé, enfin j'ai longtemps travaillé dans ma vie sur ces enjeux-là, notamment dans la politique de la ville. C'est une pure mascarade, mais vraiment je le dis, c'est-à-dire que souvent la participation... Alors la question du pouvoir politique, on ne la pose pas. La question démocratique, on ne la pose pas, alors que c'est un enjeu central quand même, la démocratie. Je veux dire, pour pouvoir changer son sort, le sort de ses enfants, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, il faut de la démocratie, il faut qu'on puisse avoir son mot à dire sur le système politique. Donc la question de la démocratie, on ne la pose pas. Et par contre, on vient avec des petits tours de passe-passe, des petits gadgets qui consistent à, et je caricature à peine, choisir la couleur de la poubelle en bas de l'immeuble. Et je vous assure que c'est vrai, c'est déjà arrivé à ce que je participe donc, en tant que professionnel à ce type de démarche, ce type de dispositif, et où on vous posait la question de savoir, voilà, alors la poubelle, vous préférez qu'elle soit rose ou verte. Pendant 3 mois, vous dites verte, et au bout de 3 mois, il n'y a pas de vert en stock, et elle sera rose. C'est-à-dire que même sur un truc aussi minime, je veux dire aussi résiduel que la couleur de la poubelle, même là-dessus, en fait, en réalité, quand on regarde, et ça en devient risible, même là-dessus, en fait, la participation des habitants ne fonctionne pas. Alors, sur la question de l'inclusivité, je l'ai beaucoup entendu aussi aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui circule beaucoup. Ça peut paraître comme quelque chose de progressiste, et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, la notion d'inclusivité, l'inclusif, en fait, était rejeté, c'était pas du tout quelque chose de majoritaire. Donc, on pourrait se réjouir, en fait, de cette montée en puissance de cette notion. Alors, je voulais simplement dire qu'il y a des limites en fait à cette notion parce que je pense que peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, mais quand on parle d'inclusivité, on élude tout le temps la question de savoir qui inclut qui. C'est ça le problème avec l'inclusivité, c'est qui inclut qui. Parfois, on est dans un quartier populaire où les gens vivent là depuis des générations et des générations, et il y a des gens qui débarquent dans le quartier et qui disent, voilà, on va vous proposer un projet inclusif. Mais tu débarques dans le quartier. Je veux dire, les gens vivent là, enfin, ils ont lutté là, leurs enfants grandissent là, etc. On vient leur parler d'inclusivité. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Je soumets ça à débat dans les rapports Nord-Sud, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des organisations, des entreprises qui débarquent de la même manière dans un pays où les gens vivent là depuis des millénaires, quoi, et où on pose la question de l'inclusivité, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de réciprocité. Je veux dire, en France, il ne vient à l'idée de personne, d'aucun pays au monde en réalité, mais encore moins des pays du Sud, de débarquer dans des villes françaises pour observer les choses, pour prendre des notes sur les caractéristiques ethnologiques de la population, voire même pour y installer une base militaire. Ce qu'on fait tranquillement lorsqu'on est... voilà, dans le sens inverse. Donc la notion d'inclusivité, elle a vraiment elle est vraiment à... Bon, il y a des biais. Sur la notion de réciprocité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même... C'est très rare, en fait, de poser la question de la réciprocité en posant la question de la liberté de circuler. Donc, voilà, ça c'est quelque chose... Je m'étonne toujours, moi, que ne soit pas posée la question de la liberté de circuler pour tous les êtres humains dans le monde, en fait, et que, voilà, on n'envisage pas, en fait, la lutte pour que les personnes puissent circuler librement dans le monde entier comme étant un préalable à tout, une condition à tout.
En fait, et tant que cette liberté n'existe pas pour tout le monde, en fait, on ne peut pas parler de rapports égalitaires entre les pays du Nord et les pays du Sud, et on ne peut pas parler de contexte égalitaire dans lequel s'inscriraient les organisations, les ONG notamment. Je passe rapidement là-dessus. Sur la question du genre, j'en parlais tout à l'heure un petit peu dans l'atelier. Voilà une question qui est traditionnellement très, très instrumentalisée, notamment dans un rapport colonial et impérialiste, dans les rapports Nord-Sud. Alors, vous connaissez certainement cette notion de fémonationalisme. Donc, c'est l'instrumentalisation raciste de la cause des femmes, de la cause féministe. Alors c'est quelque chose là encore qui est documenté dans l'histoire coloniale, c'est-à-dire que pour beaucoup, les raisons avancées par les colonisateurs pour coloniser tel ou tel pays du Sud, ça a été la question des femmes, l'émancipation des femmes, la libération des femmes. On ne peut pas l'ignorer aujourd'hui quand on pose la question du genre portée par des ONG ou des organisations internationales. Donc le fémonationalisme avec, alors dans les rapports Nord-Sud, mais ce qu'on retrouve également dans les quartiers populaires. Par exemple, je le dis en cours, mais on m'a demandé de faire une étude l'année dernière sur les conséquences du Covid. Dans les quartiers populaires, je pense que vous savez qu'il y a eu une surmortalité Covid, notamment en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires en général, mais en Seine-Saint-Denis en particulier. Et en même temps, il y avait cette idée que les femmes étaient premières de cordée, que c'est elles qui avaient été au front, etc. Et on m'avait demandé de ne retenir que le critère, le déterminant genre femme, sexe, pardon. Le déterminant sexe avec donc les femmes premières de cordée, etc., qui avaient le plus souffert, le plus pâti de la crise Covid. Voilà. Et c'était faux, en fait. L'entrée sexe n'était pas la plus pertinente. Les deux entrées les plus pertinentes, c'était la classe et la race. C'est ce qui expliquait pourquoi il y avait une surmortalité Covid dans le 93. La classe et la race, pas le genre. Parce qu'en réalité, il y a eu une surmortalité, c'est vrai, plutôt de la classe ouvrière, des personnes non blanches, et plutôt des hommes non blancs, des hommes noirs en particulier, et pas des femmes blanches. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'hommes noirs morts du Covid l'année dernière dans le 93 que de femmes noires, mais beaucoup plus. Et donc l'entrée sexe ne marchait pas. Mais ça correspond tellement à ce récit en fait, que l'on a par rapport au quartier populaire où il s'agit d'aller libérer, émanciper les femmes, comme on va libérer, émanciper les femmes du Sud, que tout à coup, voilà, il y a eu un biais dans les déterminants soumis, quoi. Alors, ça, c'était un petit peu une photographie de ce que je pouvais dire des singularités des quartiers populaires pour dire qu'il y a une spécificité des quartiers populaires et dans le rapport que l'on peut avoir aux quartiers populaires. Alors, par rapport à ces singularités, quelques pistes pour renforcer ce qui me paraît essentiel. Alors, ce que vous appelez certainement le plus largement ici le pouvoir d'agir. Bon, moi, je dis simplement le pouvoir politique, en fait, c'est beaucoup plus simple. Le pouvoir politique de cette population qui est dominée socialement, économiquement et politiquement. Alors, je vais commencer par les quartiers populaires, ensuite j'irai vers le sud du nord, en fait, les quartiers populaires, et ensuite j'irai vers le sud, tout court. Pour dire que il y a, ça a été dit, ça a été évoqué ce matin, des rapports sociaux de domination qu'il faut prendre en considération dans l'analyse et donc éviter, je pense, de parler de population en marge ou de population exclue, mais parler plutôt de population dominée, parler d'oppression, de système d'oppression. Là encore, c'est quelque chose qui est documenté aujourd'hui. Donc, pour l'essentiel, pour moi, les trois déterminants les plus importants, le système raciste, le système patriarcal et le système capitaliste. Je ne vois pas comment on peut faire l'économie de cette analyse-là lorsqu'on pense, on analyse ce qui se passe dans les quartiers populaires, avec un outil aussi, alors qu'on a beaucoup évoqué, je trouve, et je m'en réjouis, aujourd'hui, la notion d'intersectionnalité. Malheureusement, mais c'est déjà bien, mais malheureusement, lorsque la notion d'intersectionnalité est évoquée aujourd'hui, elle a tendance à être lissée et surtout à être quasiment dépolitisée. Je rappelle que l'intersectionnalité, c'est une notion qui est née donc, aux États-Unis, créée par une Afro-américaine, Kimberly Crenshaw, avec l'articulation de deux déterminants, le genre, c'est vrai, le sexe précisément d'ailleurs, et la race.
La question raciale, elle est centrale, en fait, lorsqu'on parle d'intersectionnalité. On ne peut pas parler d'intersectionnalité en faisant l'économie de la question raciale et de la question coloniale. Ça, c'est dépolitiser un concept, c'est le gentrifier, c'est le blanchir, en fait, ce concept. Et donc, vraiment, parler d'intersectionnalité, il faut se souvenir, en fait, que quand on parle d'intersectionnalité, on parle de lutte antiraciste, et que la question raciale est au centre. Ça permet cette grille d'analyse qui est l'intersectionnalité, ça permet de lire l'articulation, effectivement, entre les questions de genre, mais avec les questions de race, la question coloniale, donc, la question de race et la question coloniale, et la question de la classe, et donc le système, penser également le système capitaliste. Donc voilà, je fais court sur l'intersectionnalité, mais surtout, comme projet politique et donc comme perspective que je peux soumettre ici à débat, la question des luttes, qui est pour moi centrale, et on ne dit pas assez à quel point ce qui permet la transformation sociale et politique, le changement social et politique, comme vous le disiez ce matin, dans un pays, sur un continent, ce sont les luttes. Voilà, et les féministes qui sont ici le savent, voilà, les acquis, les conquis sociaux que l'on peut avoir, c'est le résultat de luttes qui ont été menées. Je le dis d'autant plus, de luttes de terrain, je le dis d'autant plus qu'on a tendance à croire, par exemple lorsqu'on parle des femmes en Afrique. Voilà. Les femmes en Afrique, alors on a tendance à poser la question du genre en disant, voilà, est-ce que oui ou non elles ont accès à l'école, est-ce que oui ou non elles ont accès, elles peuvent s'émanciper, etc. On oublie toujours de dire à quel point on a quand même affaire à des femmes qui ont, à travers leur lutte, de femmes également, qui ont libéré leur pays, qui ont libéré le continent de la férocité coloniale. Et ça, on oublie de le dire. Je veux dire, la fin de la colonisation, les indépendances, donc les libérations en Afrique, elles ne sont pas tombées du ciel. Ce sont les peuples qui se sont soulevés et notamment des femmes. Et on connaît des figures fortes. Je pense notamment à Jamila Bouhired en Algérie, mais d'autres femmes qui ont pris les armes pour libérer leur pays. Et ce n'est pas rien du tout, la férocité coloniale. En Algérie, par exemple, c'était 132 ans de colonisation. Ben ça, c'est quelque chose qu'on ne met jamais en avant. Alors que ça pourrait aussi permettre de conscientiser aussi le pouvoir d'agir, c'est-à-dire je ne viens pas de nulle part, je suis une petite fille, mes ancêtres, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-père s'est battu pour s'émanciper, se libérer, et c'est pas rien. Donc il y a la question des luttes, je trouve, qui peut être centrale, en tout cas c'est quelque chose sur lequel on travaille nous au front de mer. La question du pouvoir politique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, il n'est pas envisageable de poser, y compris la question de l'écologie, dans sa dimension politique et radicale, la question de l'écologie sans poser la question de la démocratie et donc de l'accès aux personnes au pouvoir politique. On ne peut pas simplement se contenter de questions pratico-pratiques, alors manger, boire, jardiner, etc., sans donner les moyens aux populations et aux personnes de dire ce qu'elles ont à dire, de décider pour elles-mêmes, pour leur sort, pour leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on met de côté. Voilà, on veut bien aider les personnes à réagir dans leur environnement proche. Par contre, jamais n'est posée la question de l'enjeu démocratique et du pouvoir politique. Et je trouve que ça donne un peu des organisations politiques qui se pencheraient comme ça sur les quartiers populaires ou qui se penchent comme ça sur les pays du Sud, avec quelque chose de très paternaliste et de très condescendant, en fait, où on laisse finalement les populations dans un rôle mineur, presque un rôle d'enfant en fait, où on sensibilise, on civilise, on socialise, etc. Enfin, il y a ce rapport dessus-dessous, quoi. Et où, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure en fin de matinée, où les priorités, les enjeux, etc., sont définis par les organisations du Nord et pas par les personnes qui sont directement concernés. Alors, je continue sur la question du pouvoir politique. C'est aussi une manière de se réapproprier l'espace public. Et donc, la question du territoire, telle que je la posais tout à l'heure, c'est-à-dire dès lors qu'on est assigné à résidence par mille et une manières, et on le sait, les populations en France qui circulent le moins dans l'espace public, ce sont les populations qui vivent dans les quartiers populaires, les populations de classe populaire qui vivent dans les quartiers populaires. D'ailleurs, elles sont assignées à résidence dans des toutes petites résidences, parce qu'évidemment, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on a très très peu d'espace, y compris au sein des foyers. Et donc, il y a un enjeu central, comme je le disais tout à l'heure,
la question du territoire est un enjeu central et donc il y a un enjeu central à se réapproprier le territoire, mais tout simplement en disant, du point de vue de cette population, nous sommes ici chez nous et nous sommes ici chez nous également dehors. Voilà, et ça, c'est important de le prendre en considération lorsqu'on parle d'écologie du point de vue de ces populations-là et de ces quartiers-là. Oui, comme outil également, donc je l'ai dit, la lutte, le territoire, le pouvoir politique, comme outil également la victoire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important lorsqu'on parle de... Je prends vos termes, hein, enfin les termes qui ont été mobilisés sur la journée, lorsqu'on parle de pouvoir d'agir. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que les gens vont se mettre en mouvement ? Il n'y a pas de raison que les gens ne se battent pas pour leur dignité humaine, pour la dignité de leurs enfants, pour l'égalité, pour la justice. La plupart du temps, si les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils sont résignés. Et si les gens sont résignés, c'est parce que de défaite après défaite après défaite, il y a un calcul tout simple qui se fait, c'est voilà, je ne vais pas aller me battre à nouveau parce que je risque à nouveau de perdre et on ira dans le mur. Il vaut mieux que je garde mon énergie pour moi, pour ma petite famille, dans des stratégies individuelles. Qu'est-ce qui fait que les gens, à nouveau, se mettent en mouvement, y croient à nouveau, se mettent dans du collectif, dans des solidarités? C'est des victoires. Et donc, par exemple, nous, au Front de Mer, voilà, ce n'est pas un truc révolutionnaire, hein, ce n'est pas le grand soir, c'est des toutes petites victoires. Et par exemple, on a travaillé sur la nourriture, avec tous les enjeux dont je vous parlais à l'instant. Hein. Il n'y a pas d'un côté des enjeux politiques et puis de l'autre côté le pratico-pratique. Nous, les enjeux politiques, on les assume. Mais le pratico-pratique, c'est la nourriture, la question de la cantine. Et donc, voilà, on se base sur l'alternative végétarienne. On gagne. Donc c'est une victoire qu'on va prendre et on va voir les gens pour dire les ascenseurs sont en panne. Vous avez bien vu qu'on a gagné sur l'alternative végétarienne. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas sur les ascenseurs. Les ascenseurs, on gagne. On veut avoir un espace pour pouvoir s'organiser politiquement comme condition première pour s'organiser politiquement. Donc cet espace s'appelle Vert Dragon. Il y a un rapport de force politique, on le gagne, etc., etc. Et on est de plus en plus nombreuses, etc., etc. Donc vraiment, la victoire comme outil stratégique, c'est quelque chose qui doit être, je pense, qui doit redevenir central. Et dès lors que ça devient central, la stratégie change. C'est-à-dire qu'on part plutôt sur du petit pas, sur des petites choses gagnables, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui est essentiel. La protection des enfants, ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même et je sais à quel point c'est quelque chose qui peut être vraiment puissant. Alors, il se trouve que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La puissance des mères ». Alors, le sujet politique, ce n'est pas tant les mères que les enfants. Et c'est notamment pour dire à quel point la protection des enfants, alors évidemment, c'est un enjeu politique, parce que les enfants, c'est notre destin commun, c'est le monde de demain, mais c'est aussi un levier stratégique. Parce que, mais je pense que les parents qui sont ici le savent très bien, on ne se mobilise pas de la même manière, on ne s'engage pas de la même manière selon que c'est pour soi-même ou pour ses enfants. Voilà, il y a une puissance politique, notamment chez les... Moi, je le dis parce que c'est aussi dans une perspective féministe, notamment chez les femmes, qui est décuplée dès lors qu'il s'agit de leurs enfants. Alors, je cite souvent une femme qui s'appelle Fatiha Damish, qui est décédée aujourd'hui, mais qui était une grande militante du mouvement Immigration banlieue en France. Notamment, c'est l'organisation qui se battait contre la double peine, les violences policières, etc. Donc, elle-même s'est battue pour elle-même, je veux dire. Mais elle répétait souvent, voilà, les violences, les injustices, les discriminations, pour nous, c'est pas grave. C'est quand il s'agit de nos enfants que c'est inacceptable et qu'on ne lâchera jamais. Alors, évidemment que c'est grave pour nous aussi, mais vous voyez, c'est pas la même chose quand il s'agit des enfants, et pas que de ces enfants biologiques d'ailleurs, hein, mais des enfants... de manière plus générale, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, quand je l'avais entendu parler ainsi, moi-même, je n'avais pas d'enfants, et j'avais l'impression qu'elle parlait de mes enfants aussi, en fait. Donc, c'est comme quand les écologistes parlent des générations futures. C'est quelque chose de beaucoup... Voilà, c'est notre destin commun, comme je disais. Et donc, y compris stratégiquement, la question de la protection des enfants, je pense que c'est quelque chose aussi à investir comme levier stratégique. Il se trouve qu'il y a eu des luttes de mères, des luttes des mères, notamment dans les pays du Sud. Là encore, on a tendance à taire, à invisibiliser ces luttes, alors que ce sont des luttes qui sont puissantes. Alors, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, La puissance des mères, j'évoque notamment une lutte menée par les mères argentines dans les années 70, à l'occasion de la disparition en fait, de la torture et de l'assassinat de leur fils, plus de 30 000. Donc, ce sont des femmes qui se sont rassemblées à Buenos Aires, donc sur la place publique, parce qu'il y avait cette idée de réappropriation de l'espace public. Ce sont des sujets politiques qui voulaient exister dehors,
dans l'espace public et pas simplement assignées à résidence, on retrouve les mêmes choses. Et donc, il y avait un enjeu à exister dehors. Évidemment, la dictature militaire ne voulait pas et les a traitées de folles. Les féministes ici savent à quel point les femmes, dès qu'elles bougent un petit doigt, elles sont traitées d'hystériques, de folles, c'est irrationnel, etc. Et alors, le truc vraiment magnifique de l'époque, c'est qu'elles ont dit « Ah bah folle, c'est ainsi qu'on est traité, on va se réapproprier ça. Et oui, nous sommes folles d'amour pour nos enfants, de colère, de rage, etc. Et on ne lâchera rien. » Et donc voilà, elles se sont auto-nommées folles de la place de Mai. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quelques années après, dans les années 80 en France, des mères en France, descendantes de l'immigration africaine pour l'essentiel, se sont elles-mêmes auto-qualifiées, auto-nommées folles de la place Vendôme, en référence aux folles de la place de Mai, sur cette lutte qu'elles ont elles-mêmes définie comme étant universelle, la lutte pour protéger les enfants. Et donc remettre au goût du jour, au centre du débat public, la question des enfants dans une perspective universelle, c'est-à-dire la question de la dignité humaine. Et ça, c'est, voilà, surtout en ce moment en France, vous savez à quel point la question de la dignité humaine est largement remise en question. On a là quelque chose de fondamentalement émancipateur pour nous tous et nous toutes, en fait. Voilà un projet commun sur lequel on peut vraiment se retrouver. Donc, projet commun autour de tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, justice sociale et environnementale, l'égalité de traitement, le respect de la dignité humaine, le respect du vivant, cette nécessité, cette responsabilité que nous avons en tant qu'adultes, ici ou là-bas, dans les pays du Nord ou les pays du Sud, et tout en posant la question des rapports sociaux de domination. Vous voyez, moi, je pose la question des rapports sociaux de domination, je suis même sans pitié là-dessus, donc je parle de système raciste, patriarcal et capitaliste. Ça ne m'empêche pas de poser la question de ce projet commun qu'on doit défendre, de ce projet universel, avec donc la transmission d'une capacité à ne pas se résigner. C'est ça, en fait, pour moi, qu'il s'agit de transmettre aux générations futures et à nos enfants en particulier, une capacité à ne pas se résigner face à l'injustice. Voilà, donc c'est moins les questions culturelles qui ont été abordées, je trouve, ou voilà, tout ce qui est culturel, je trouve que c'est... ça peut être très piégeant, en fait, la culture, les cultures. Tout à l'heure, sur l'atelier genre et climat, on a vu à quel point on avait tendance à essentialiser, à enfermer, à assigner les individus dans des identités présupposées. Voilà, moi, personnellement, je me lève le matin avec telle identité, je me couche le soir avec d'autres identités. Voilà, je refuse d'être réduite à telle identité par rapport à telle autre, déjà parce qu'elles sont très vagabondes, nos identités. Enfin, je le dis comme ça en passant, j'en discutais avec une personne tout à l'heure. Moi, par exemple, si vous me demandez, voilà, vous pouvez avoir l'impression que je suis d'origine africaine, nord-africaine en particulier. Effectivement, je suis d'origine marocaine, je vis en France, etc. Et on peut avoir l'impression qu'il y a comme ça une tension identitaire, alors là-bas, ici, etc. Moi, si vraiment je devais creuser à fond et me présenter à vous, moi, ce que j'aime, c'est le Japon, c'est les mangas, c'est One Piece, c'est l'attaque des titans, c'est voilà, c'est les films des années 80, Brian De Palma, c'est le truc qui n'a rien à voir. Je veux dire, et c'est pareil pour tout le monde, en fait, c'est quelque chose de très bâtard, les identités culturelles. Donc, alors je sais que ça peut être très intéressant, par ailleurs, cet enjeu culturel, cet enjeu identitaire. Mais alors moi, je préfère rester sur quelque chose qui va tous nous mettre d'accord. Dans quelle mesure faire notre part, notamment d'adultes et de parents, mais d'adultes de manière plus générale, c'est pas simplement de transmettre à nos enfants une capacité à ne pas se résigner, notamment en passant par les luttes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que de dire, vous ne venez pas de nulle part. Si vous avez tel droit fondamental, tel acquis social, c'est parce que des gens avant vous ont lutté. Ils se sont battus, ils ne se sont pas résignés. Et on transmet ça. Et ils ont gagné. Et elles ont gagné. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, Jamila Bouhired, voilà, dans quelle mesure c'est pas bien aussi pour les populations d'origine africaine qui vivent dans les quartiers populaires de leur dire, par exemple, il y a cette figure-là, Jamila Bouhired, et d'autres, encore une fois, c'est à laquelle je pense. Et alors, non seulement elle s'est battue, mais elle a gagné. C'est pas rien de gagner quand même. De gagner, encore une fois, face au système colonial. Et donc, voilà. Et ça, c'est pas en soi telle lutte par rapport à telle autre. C'est simplement pour dire aux individus, aux enfants en particulier, donc, vous ne venez pas de nulle part. Et voilà, on peut se battre collectivement, politiquement, pour changer notre sort, en fait. Voilà, pour changer notre sort. Donc, il ne faut pas se résigner, il ne faut pas s'enfermer dans un sentiment d'impuissance, il ne faut pas rester isolé, il faut aller vers du collectif, il faut aller donc vers du politique, il faut assumer de faire de la politique. Je finis juste par
Oui, alors la question des rapports nord-sud, alors au front de mer, on la pose, on essaie de réhabiliter l'enjeu internationaliste. Et malheureusement, on en parle très très peu de cet enjeu internationaliste, c'est-à-dire l'internationalisme, c'est aussi une mise à égalité des organisations, une mise à égalité, c'est-à-dire faire en sorte au maximum d'être à égalité lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on lutte ensemble. C'est assez peu le cas dans les rapports nord-sud, il faut bien le dire. Je le disais pour commencer, déjà sur le fait que les personnes dans les pays du Sud ne peuvent pas venir dans les pays du Nord, alors que l'inverse est vrai. Donc il y a vraiment cette question de liberté de circuler, mais évidemment, il y a d'autres rapports de pouvoir entre le Nord et le Sud. Je ne vais pas les développer ici, vous les connaissez. Alors les petites remarques, et là je finis ensuite par ça et ensuite on peut échanger s'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Sur les connaissances situées, j'ai écouté tout à l'heure cette expression. Moi j'ai l'impression qu'on a avancé sur le fait qu'effectivement on réhabilite un peu les savoirs populaires et notamment dans les pays du Sud, mais on a la même chose sur les quartiers populaires. J'ai l'impression qu'on a tendance à rarement situer les connaissances qu'apporte l'organisation internationale ou l'ONG ou ce qui vient du centre et de la métropole, en fait. C'est-à-dire qu'on ne situe pas. Et donc, on parle très, très peu du fait que, déjà, ce sont des organisations qui viennent des pays du Nord. Ça, c'est pas rien, il faut le situer. Que ce sont plutôt des organisations blanches. Que, donc, ce sont des organisations... Il n'y a pas... Parce qu'on a dit, au maximum, on va dire les sachants. Sachant, c'est mignon, sachant. Sachant, c'est quelque chose de très technique. Mais ce n'est pas que sachant, en fait. C'est aussi appartenir dans un contexte politique, plutôt à un groupe dominant par rapport à un groupe dominé. Par exemple, tout à l'heure, on a vu ça sur l'atelier genre et climat. Lorsqu'on ne situe pas les sachants en question, par exemple sur la question du genre dans les pays alors qu'on qualifie en voie de développement, lorsqu'on ne les situe pas, on peut avoir l'impression que dans les pays du Nord, la question du genre ne se pose pas. C'est-à-dire qu'il y a une égalité femmes-hommes. Les droits des femmes sont respectés, ce qui est totalement faux. Je veux dire, il faut pouvoir... Alors, je le dis parce que on a eu cette petite discussion sur l'exercice là autour du jeu des 7 familles, et il y a des familles un peu partout dans le monde, mais pas une famille européenne. Il y a, je crois, les États-Unis, mais c'est sur la question raciale et c'est plutôt une famille afro-américaine. Mais alors, et ça laisse supposer que dans les pays du Nord, alors il y a une famille aussi France-Maroc, mais c'est en réalité une famille marocaine au Maroc et qui a un pied dans les quartiers populaires justement. Donc c'est le sud du Nord, comme je disais. Donc il y a l'impensé en fait, qui était à plein là-dedans. Mais ça laisse supposer que dans les pays du Nord, on n'a pas les mêmes problèmes que dans les pays du Sud concernant l'égalité femmes-hommes et la question des droits des femmes, etc. Je rappelle, mais c'est quelques chiffres, qu'en France, c'est une fillette sur 5 qui va être à un moment donné de son enfance avant 18 ans, agressée sexuellement, un garçon sur 13. Bon, la pédocriminalité en France, c'est quelque chose qui est industriel. Il se trouve que les pédocriminels en France sont très, très peu condamnés par la justice, c'est moins de 1%. Donc le viol en France concerne donc beaucoup de filles, beaucoup d'enfants, et les violeurs en France sont très très peu condamnés, et donc il y a une impunité en fait du viol en France. C'est ce qu'on appelle aussi la culture du viol. Bon ça il faut pouvoir le dire aussi, parce que ne pas le dire ça produit, je trouve, un rapport très condescendant et très paternaliste sur la manière dont on va penser le genre dans les pays du Sud. Et c'est donc le fémonationalisme dont je parlais tout à l'heure, qui a été théorisé par Sarah Faris, je le dis au passage. Une notion qui a été théorisée par Sarah Faris. Sur les connaissances situées, sur le fait de la même manière, c'est très lié, de neutraliser les projets politiques, les neutraliser, y compris les projets portés par les ONG, c'est-à-dire de ne pas les qualifier, par exemple, de libéraux ou pas libéraux, mais souvent ils sont plutôt libéraux, ils encouragent plutôt à l'entreprise privée, ils sont plutôt européano-centrés. Parfois, ils sont néocoloniaux, et ça, c'est vrai qu'il n'est jamais posé la question des organisations qui ont été des organisations à visée coloniale et qui sont devenues du jour au lendemain, en quelques décennies, des organisations écologistes. Enfin, je ne vais pas citer le nom de ces organisations, mais c'est quelque chose qui est documenté. On sait que telle organisation existait déjà il y a plusieurs décennies, qu'elles avaient une visée coloniale, et que du jour au lendemain, après les indépendances, sont devenues des organisations qui travaillent dans les parcs. Je ne sais pas si ça vous... je sais pas si vous
voyez de quelles organisations je parle, mais bon, qui aujourd'hui voilà, sont des organisations repérées, reconnues comme étant des organisations à visée environnementale. Bon, ça, c'est jamais posé. Oui, et je terminerai juste par une chose, voilà, et ça aussi, c'est des petites notes que j'ai prises, que je prenais ce matin. Bon, dans le rapport des organisations du Nord vis-à-vis du Sud, c'est aussi considéré que d'un côté, il y a des questions très pratico-pratiques, donc manger, boire, bon, y compris aller à l'école, se mouvoir, enfin, des choses très concrètes, très d'un côté, et donc ça c'est le Sud, et du côté de l'organisation, ou en fait en réalité du côté du Nord, là tout à coup il y a le projet politique. Et il y a donc la noblesse des droits fondamentaux, et le projet politique il se pense du côté des pays du Nord, en fait. À aucun moment n'est laissé suggérer que dans les pays du Sud, on réfléchit au projet politique, on réfléchit au système capitaliste, on réfléchit aux enjeux écologistes. Et ça, c'est une erreur fondamentale, parce qu'on sait à quel point aujourd'hui, les luttes écologistes, elles se mènent surtout dans les pays du Sud. Ça, on passe complètement à côté. Je veux dire, les gens, ils ne se laissent pas faire dans les pays du Sud. Ils n'attendent pas d'être aidés, d'être conscientisés, d'être éclairés sur les enjeux environnementaux, puisqu'évidemment que dans les pays du Sud, les gens sont bien placés pour savoir que l'essentiel du désastre écologique se paye et se paiera encore plus par les populations qui vivent dans le Sud. Et donc, il y a comme ça cette idée d'un côté, bon, il y a ces populations-là, c'est le pratico-pratique, et de l'autre, nous, on pense voilà, le système politique, les enjeux philosophiques. Voilà. Et c'est quelque chose qui est complètement faux, encore une fois. Voilà, c'est dans quelle mesure on essaie de penser aussi, donc, comme je l'ai dit, la question du pouvoir politique. Et donc, dans quelle mesure on pose, par exemple, la nature des régimes dans lesquels vivent les populations, où on vient aider la population. Voilà, typiquement, alors je prends ce dernier exemple et je m'arrête. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, je suis d'origine marocaine, je suis du Rif. Je me permets de dire, mais vraiment, prenez-le en toute sympathie et amitié, que vraiment, j'espère de tout cœur que cette région du Maroc, donc dans le nord du Maroc, ne verra pas arriver d'ONG. Moi, je le dis franchement, c'est-à-dire que je suis née dans le Rif. C'est une région, alors pour vous dire, c'est l'une des premières régions au monde qui a mené une guerre anticoloniale contre la France et l'Espagne dans les années 1920, qui a gagné plusieurs batailles. Et c'est pas rien, c'était Pétain et Franco à l'époque qui balançaient des bombes et qui a instauré une république. Les femmes avaient le droit de vote et c'était dans les années 20. Le droit de vote en France, c'est 45. Donc, donc il y avait une république, il y avait des droits, etc. Et pour punir cette population, et ça vient du Nord, les bombes venaient du Nord, on a balancé du gaz moutarde. Et donc cette république du Rif a duré de 1921 à 1926. Donc c'est pour vous dire que sur les questions de droits fondamentaux, de liberté, y compris sur les questions de genre, enfin, parfois on a l'impression de venir apporter la lumière dans ces pays-là, alors qu'en réalité, on vient de pays qui ont contribué en fait, à entraver, à détruire et à travers notamment le projet colonial. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut aussi pouvoir laisser la possibilité au peuple, aux populations, aux personnes, en fait, de penser leur environnement elles-mêmes. Alors, j'aimais bien l'expression faciliter tout à l'heure, être facilitateur en fait. Mais alors faciliter, voilà, ça veut dire quoi faciliter? Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement créer les conditions politiques pour que les personnes puissent décider elles-mêmes du système politique, social, économique dans lequel elles veulent évoluer. Voilà. Je laisse un petit peu de temps. J'étais un peu long, je crois. Merci beaucoup Fatima Ouassak pour ces témoignages critiques vis-à-vis de la coopération, des relations de domination, de la place de la démocratie, de la participation, de l'implication. Donc Clé et Angeles Estrada, notre directrice, vous avez connaissance avec elle. J'ai été passe. Oui, tu peux prendre celle-là. Voilà. Pour clôturer justement cette dernière partie. Et voilà, je vous laisse. On m'entend? Oui. Pas facile, hein. après ton intervention, Fatima, je te remercie. J'ai quand même le sentiment, en clôturant ces 2 journées du F3E, qu'on est en train de se politiser au F3E. Il y a un truc comme ça qui est là. C'est une autre façon de poser des questions que nous, on se pose, qui sont peut-être... en effet, peut-être on a de la timidité et il n'y a pas de résignation. Dans tous les cas, il y a vraiment une volonté aussi d'être humble
et de ne pas imposer et de bien créer des bonnes conditions pour d'être dans cet accompagnement-là. Et du coup, je te remercie pour ce témoignage, parce que je pense qu'on va tous rentrer et finir en se disant « Ouh là là, tout ce qu'elle a posé, c'est quand même... voilà, ça nous interroge et je trouve ça plutôt intéressant que ça puisse nous interroger. Il est 17h, on doit vraiment finir à 17h. J'enlève le masque parce que ça me manque d'air quand je parle fort. Du coup, je voulais vous remercier. Donc, évidemment que je voulais remercier tous les participants et participantes, les personnes qui ont pu venir, celles qui n'ont pas pu venir et qui ont aussi participé depuis d'autres pays. Je voulais remercier ensuite Elisabeth Hoffmann, je ne sais pas si elle est encore là, mais notamment sur tout l'accompagnement qu'elle a pu avoir sur l'atelier du changement social, donc qui clôture une première phase, et on va partir à partir de 2022 sur une deuxième phase de programme. Et puis Claire va vous présenter un peu les perspectives méthodologiques qui se dessinent sur ce nouveau programme 2022-2024. Oui, alors perspectives qui sont vraiment en train d'être dessinées. Donc je ne vais pas vous présenter un programme complet et détaillé puisqu'il est en cours de construction, mais vous dire que voilà, on a mené une démarche d'évaluation tout au long de l'année qui nous a permis de recueillir un petit peu les retours qu'on avait sur la question de nos démarches d'innovation et d'expérimentation méthodologique, qu'on va donc poursuivre, on espère, cela dans les 3 années à venir, avec l'idée d'avoir une approche méthodologique beaucoup plus intégrée, de croiser davantage les questions de genre et des méthodologies d'imagination, de planification, de suivi d'évaluation des changements. Et un fil rouge autour donc, du renforcement du pouvoir d'agir, donc un fil rouge apparemment politique, qui évidemment pose un certain nombre de questions. Et il y a beaucoup de choses que tu as évoquées, Fatima, qui ont été des questionnements qui ont surgi dans le livre Inclure pour transformer, et sur qui inclut qui. Est-ce qu'on est dans des démarches d'assimilation, etc. C'est vraiment beaucoup de questionnements que tu as soulevés qui ont été présents et qui interrogent aussi effectivement notre rôle et notre posture et qui nous interrogent sur notre capacité et la difficile posture d'alliés que nous devons travailler. Donc en tout cas, voilà, on aura ce fil rouge autour de l'action collective et du sens de ce collectif et de la place de chacun, de chacune dans ces questions-là, avec vraiment cette idée, oui, de faciliter les espaces comme tu nous le proposais. Je pense que c'est une bonne piste et qu'on est un certain nombre à avoir envie de l'emprunter. Voilà. Vous dire aussi que sur les questions écologiques, on a des membres au sein du F3E. Donc on dit écologie pour pas nous penser de manière cloisonnée avec un environnement qui nous serait extérieur. On a un certain nombre de membres du F3E qui travaillent déjà ces questions. C'est quelque chose dont on a commencé à discuter collectivement dans le réseau, mais finalement de manière, on peut dire, un peu timide encore. Donc on a un chemin à faire. Et c'est aussi une question qu'on aimerait pouvoir voir grandir dans les perspectives des 3 années à venir. L'idée n'étant pas de dire de s'improviser spécialiste du sujet du jour au lendemain, mais plutôt d'avoir une politique des petits pas. Et donc voilà, on vous en dira plus sur ce sujet. Voilà, je pense que sinon on va continuer à faire nos actions un peu classiques. Merci. Et donc, c'est clap de fin. Merci à Colette qui a vraiment beaucoup travaillé sur ces rencontres
durant ces dernières semaines. Merci à toute l'équipe du F3E qui est à peu près présente par là. Clap, 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 clap. Bravo pour ces rencontres. On se dit, finissez bien l'année, prenez soin de vous. On se voit l'année prochaine, rue Châteaudun pour le F3E au 17 à partir du 15 janvier. Merci.